Bonsoir. Allez, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend, monsieur. Ah, d'accord, ok. Bon, maintenant, pour la dernière fois, je pense qu'il y avait une doléance qui avait été lancée, donc mise sur la table, on va dire, par un de vos camarades. Donc, par rapport déjà aux horaires, peut-être qu'il faut voir si on pourrait augmenter et aussi, surtout, les thèmes sur lesquels vous n'êtes pas encore arrivé. Voilà, bon, pour le moment, ce qu'on a décidé de faire, n'est-ce pas, comme j'ai dit la dernière fois, donc pour vous aider le mieux possible, c'est déjà de revenir un peu sur les thèmes déjà abordés, aussi bien bon, le temps de permettre aux uns et aux autres donc de peut-être aller sur des thèmes nouveaux comme la glycémie, le milieu intérieur, l'immunologie. Voilà, généralement, voilà, donc je pense que pour le moment, ce sont pratiquement ces thèmes qui, normalement, restent à voir. Bon, là, maintenant, ça dépend des établissements, voilà, qui sont parfois en avance, d'autres un peu en retard. Bon, bref, qu'à cela ne tienne. Mais le plus important, c'est vraiment, comme j'ai dit, hein, donc de vous permettre, n'est-ce pas, le plus possible, on va dire, donc de vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais revenir un peu sur la génétique. Ok. Donc, je vais vous proposer un exercice de génétique et également un exercice sur, on va dire, les potentiels. Donc, voilà, le tissu nerveux. Maintenant, pour le premier exercice de génétique, donc, il est là, l'exercice 1. Bon, c'était un exercice qu'on devait même corriger dans les les révisions passées, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, je n'essaie de revenir sur ça. Donc, comme j'ai dit, hein, permettant de vous mettre mieux à l'aise par rapport aux thèmes qui sont traités ici. Donc, cet ici, c'est en fait un trihybridisme, mais qui commence par un dihybridisme. Après, ça se termine par un trihybridisme. Et on revient un peu sur comment on établit la carte factorielle, donc comment également on calcule donc les taux de recombinaison, voilà, et comment aussi on positionne les gènes sur le chromosome. Donc voilà, en gros, n'est-ce pas, ce qui est proposé dans cet exercice. Maintenant, je vais demander à quelqu'un peut-être de lire. Après, on va y aller pas à pas. Et si on finit, on va attaquer l'exercice 2, comme j'ai dit, donc qui revient un peu sur le tissu nerveux, donc les potentiels et les synapses, on va dire. Bon, qui veut lire? Oui, Aminata, Bonsoir, monsieur. bonsoir. Euh, Exercice 1. Chez la drosophile, on connaît l'allèle B, black, récessif porté par rapport à l'allèle sauvage B+, qui entraîne la coloration noire du corps et à un autre locus, un allèle VG, vestigial, récessif par rapport à l'allèle sauvage VG+, qui conduit à des ailes atrophiées. On réalise un test cross avec une femelle hétérozygote pour ces deux loci. La descendance, 900 902 mouches au total à la composition suivante. B plus VG plus 376, BVG 351, BVG plus 85, B plus VG 90. 1. Quelle information en tires-tu de déterminer la distance entre les gènes responsables de la coloration du corps et de l'aspect des ailes? Les ailes. Donc, d'accord. Donc, on va arrêter ici pour le moment. Donc, merci pour la lecture, Aminata. Donc, comme elle l'a dit, donc ici, on a fait un test cross, ok, avec une femelle hétérozygote, entre une femelle hétérozygote, n'est-ce pas, et un mâle testeur, on va dire.
Et la descendance obtenue donne sur un effectif de 902 mouches, 376 qui sont B plus VG plus, 351 qui sont BVG, 85 qui sont BVG plus et 90 qui sont B plus VG. Et maintenant, on demande les informations qu'on peut tirer de ces résultats-là. Donc, on va dire, donc, un, information à tirer. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut tirer ici comme information? Oui, Aminata, tu as levé la main. On peut dire que les gènes sont liés. OK, on peut dire que les gènes sont liés. Oui, c'est une information qu'on pourrait tirer. Quelle autre information on peut tirer? Il y a une recombinaison entre les gènes. On a une situation de recombinaison. Oui. Quoi d'autre? Oui, oui, quoi d'autre? Nogay? La famille a produit quatre types de gamètes. Voilà, donc la femelle a produit quatre types de gamètes. Et d'ailleurs, c'est la première information peut-être qu'on peut tirer. Donc, on voit que le test cross a donné quatre phénotypes. OK? Et si on regarde bien, les phénotypes ne sont pas non seulement identiques, mais on n'a pas les mêmes effectifs obtenus, les mêmes pourcentages. Donc, le fait que ce soit un test cross déjà et qu'on ait obtenu quatre phénotypes nous permet tout de suite de voir que la femelle hétérozygote a produit quatre types de gamètes. Et si on regarde ces types de gamètes, on voit que les 376, n'est-ce pas, ont un phénotype sauvage, donc on va dire dominant, si vous voulez, donc on va dire parentaux, phénotype parental. Les 351 BVG aussi correspondent à un phénotype parental. Et les 85 B, VG plus et 90 B plus VG sont nouveaux. Donc, on ne les avait pas au départ. Au départ, ce qu'on avait, donc, c'était, n'est-ce pas, les phénotypes sauvages, B plus VG plus, et récessif avec BVG. Et ce qu'on a de nouveau, c'est BVG plus, B plus VG, donc, qui sont, en fait, les phénotypes qui sont recombinés. Donc, ici, on va dire que la descendance étant constituée de quatre phénotypes, donc la femelle a produit quatre types de gamètes. Voilà. On va écrire ça. La descendance étant constituée de quatre phénotypes, donc la femelle a produit quatre types de gamètes. OK? Et si on regarde ces quatre types de gamètes, donc on voit que il y a deux types parentaux et deux types qui sont recombinés. OK? Donc, deux types de ces gamètes à l'origine de phénotypes parentaux et les deux autres de phénotypes nouveaux. Donc, phénotype nouveau. OK? Et maintenant, pour finir, si on regarde les proportions de ces deux phénotypes, de ces quatre phénotypes, deux parentaux, deux nouveaux ou recombinés, on voit que donc, les phénotypes parentaux sont de loin plus nombreux que les phénotypes, n'est-ce pas, nouveaux ou recombinés. OK? Et maintenant, de ce point de vue, on peut dire qu'on a une liaison de gènes. OK? Parce qu'on sait que quand on a un test cross et qu'on obtient quatre phénotypes, et ces quatre phénotypes ne sont pas équiprobables, c'est-à-dire avec des taux de 25, 25, 25, 25, mais plutôt ici, on a des taux où les deux parentaux sont majoritaires par rapport aux deux, n'est-ce pas, qui sont recombinés. Donc, si on voit cela, donc on peut dire que nous avons affaire à une liaison de gènes. Parce que si c'était donc une indépendance de gènes, le résultat du test cross aurait donné, certes, quatre phénotypes,
mais avec des taux équiparables, 25, 25, 25. Donc, la fameuse loi de la ségrégation indépendante. Mais ici, tel n'a pas été le cas, puisque donc, certes, on a les deux parentaux et les deux recombinés, mais les pourcentages pour ces deux, n'est-ce pas, peuvent nous permettre de penser à une liaison de gènes, puisque les deux majoritaires sont de type parental et les deux minoritaires de type recombiné. C'est bon? Donc, on va juger cela. Donc, au vu des proportions, donc comme information qu'on peut tirer aussi, au vu des proportions, c'est-à-dire les deux parentaux, deux phénotypes parentaux majoritaires face à deux phénotypes recombinés minoritaires. Bon, je vais reprendre carrément. On peut dire que les gènes sont liés. Voilà. Donc voilà, donc chers élèves, donc ce que nous pouvons tirer comme information, n'est-ce pas, par rapport à cette première question que nous avons là. OK? Maintenant, la deuxième question qui va nous intéresser, c'est de déterminer la distance entre les gènes responsables de la coloration du corps et de l'aspect des ailes. Maintenant, ma question est la suivante. Comment on fait pour déterminer cette distance? Qui peut nous dire comment on fait? Oui, Aminata a levé la main. Oui, ou Aram Touré aussi peut répondre, hein. On calcule la distance, les pourcentages de recombinaison entre B et VG. Voilà, très bien. Donc, ça veut dire quoi? Quand on veut calculer donc la distance entre les gènes, on va utiliser les phénotypes recombinés. Parce que la détermination de cette distance entre gènes va se baser en réalité sur la recombinaison des phénotypes, donc les phénotypes qui sont recombinés. Ici, il y en a deux. C'est le phénotype BVG plus B plus VG, donc qui est nouveau, qu'on n'avait pas et qu'on a obtenu. Et donc, c'est avec ces phénotypes-là qu'on va, n'est-ce pas, faire le calcul de la distance entre les deux gènes. Donc, le gène responsable de la coloration du corps et de l'aspect des ailes. Donc, on va dire, deuxièmement, détermination de la distance entre les deux gènes. OK. Donc, comme l'a dit votre camarade, donc ici, on va utiliser les phénotypes recombinés. Donc, on va dire distance entre B, PG est égal. Donc ici, on prend les effectifs. Donc les effectifs du premier phénotype recombiné, c'est 85. Le deuxième, c'est 90. On sait que le total des mouches, ça fait 902. 902.
OK? Et on multiplie le tout fois 100. Et normalement, si on fait ça, vous trouvez combien? Si vous faites le calcul. Fatoumata, Fatoumata, 19,4. 19,4. 4%. Très bien. Donc, ça fait 19,4%. Donc, ça fait euh, donc 19,4%. Voilà. Mais on sait que les pourcentages conventionnellement sont considérés comme, n'est-ce pas, des distances en centimorgane. Et la convention voudrait que si on a 1% de recombinaison, 1% de recombinaison correspond à un centimorgane. Donc, quand on fait le calcul et qu'on trouve, comme notre cas ici, 19,4%, donc ça veut dire que la distance entre B et VG est égale à 19,4 centimorgane. Donc, on va dire distance entre B et VG égale 19,4% et c'est égal à 19,4 centimorgane. Centimorgane. Donc voilà, donc ce premier résultat que nous avons trouvé. Donc la distance entre donc, les deux donc, gènes, donc BVG, donc, se situe sur le chromosome à une distance de 19,4 centimorgane. Maintenant, on va continuer. Donc, qui va lire la suite? On connaît un troisième allèle, Mhm, CN, récessif par rapport à l'allèle sauvage, CN+, mhm, situé à un troisième locus qui conduit à une couleur rouge de l'œil. Le test cross d'une femelle bétérozygote mhm, ces trois, pour ces trois locus donne la descendance suivante. 1 million mouches au total. mhm, Troisièmement, quelle mhm, information tirer dama damay jàng yow. Quelle information mhm. tirer virtu de ce second test cross? Voilà. Donc, quelle information donc, tu de ce second test cross? Donc, voilà là où nous en sommes. Donc, nous sommes là. Maintenant, on demande donc l'information qu'on peut tirer de ce test cross. Maintenant, je vous repose la question. Quelle information on peut tirer ici? Oui? Quelle information on peut tirer ici? Donc, je mets information à tirer. Donc, ici également. Oui? Personne? Oui, Aram? Touré? Alors, Allô, oui? Mhm, étant donné que la femelle est hybride, mhm. donc on peut dire qu'elle a produit 7 types de gamètes de manière non équiprobable par phénomène de crossing over. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce type de gamète. Oui, Fatih, a levé la main. Le micro est fermé, oui. C'est 8 types de gamètes. Voilà, 8 types de gamètes, en fait. Hein? Donc ici, nous avons 8 phénotypes et chaque phénotype correspond à un type de gamète, comme on l'a fait avec le dihybridisme. Donc maintenant, nous avons basculé en trihybridisme et quand on calcule les phénotypes, n'est-ce pas, obtenus avec le test cross de cette femelle qui est hétérozygote, ok, on trouve 8 phénotypes. Donc, cette femelle, on peut dire qu'elle a produit, n'est-ce pas, 8 types de gamètes. Donc, on va dire la femelle triple hétérozygote a produit, ou bien la femelle hybride a produit 8 types de gamètes.
Donc, comme information qu'on peut tirer, on va dire, la femelle hybride a produit 8 types de gamètes. OK? Et ça, au vu des différents phénotypes obtenus. Au vu des différents phénotypes obtenus. Oui, je vois par exemple Nogay dans le chat dire que, oui, est-ce qu'on ne pouvait pas aussi dire qu'il y a eu crossing over? Oui, bien évidemment, on peut le dire, hein, parce que on sait que il y a deux situations possibles. Soit on a une liaison partielle ou une liaison absolue. Or, si on avait une situation de liaison absolue, on n'aurait pas autant de phénotypes. OK? On aura certainement deux phénotypes, donc deux parentaux. Donc, un phénotype parental dominant et un phénotype parental récessif. Mais ici, le fait qu'on ait obtenu 8 phénotypes, n'est-ce pas, effectivement, peut permettre de dire qu'on a une situation de liaison partielle ou un cas de crossing over, bien évidemment. OK? Voilà. Donc ici, on peut l'ajouter. OK? On va dire donc que les proportions obtenues, les proportions obtenues à la descendance, bon, je vais mettre là, les proportions obtenues à la descendance, et comme on l'a dit, c'est quoi ces proportions? Nous avons une majorité au niveau des phénotypes parentaux et minorité au niveau des phénotypes recombinés. Et donc, ces proportions-là nous permettent de dire que les gènes, les trois gènes donc sont liés. Bon, je vais le préciser. À la descendance, on va dire deux phénotypes parentaux majoritaires, majoritaires et les phénotypes recombinés minoritaires. Minoritaires. Donc, ces proportions obtenues donc, nous permettent de dire que les trois gènes sont liés, on va dire partiellement. Voilà. Donc, et dire que les gènes sont liés partiellement revient à dire qu'on a une situation de crossing over. Oui, il y a Sanya qui a levé la main. Oui, Fallou. Est-ce que tu peux revenir sur la question numéro 2? La question numéro 2. Ouais, Pour la distance. ouais. Non, pour la distance, ce qu'on a dit rapidement, c'est que pour calculer la distance entre deux gènes, on se base sur les phénotypes recombinés. Donc ici, on a obtenu deux phénotypes recombinés, respectivement avec des effectifs de 85 et 90. Donc ce sont ces effectifs-là qu'on va additionner sur le total des mouches que nous avions, c'est-à-dire 902 fois 100, ça nous donne, n'est-ce pas, le taux de recombinaison qui, on l'a calculé, est égal à 19,4%. Donc 1% de recombinaison étant égal à 1 centimorgane. Donc du coup, les 19,4% correspondent à 19,4 centimorgane. Ah, C'est ok. ça qu'on a. Donc Aram aussi a levé la main. Alors, Allô, oui. Mhm, monsieur, si on dit que les gènes sont liés, mhm. concernant, vous avez écrit que les trois gènes sont liés. Oui. Oui, et si on y arrive à la question 6, comment sont positionnés les trois gènes? On Non, dirait que vous avez voilà, répondu. le positionnement ici, bon, il ne s'agit pas de dire que c'est lié. Donc, le positionnement, surtout, va nous permettre de voir comment les gènes se succèdent, on va dire, sur le chromosome. Comment ils sont placés sur le chromosome. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est le positionnement, en fait, ici qui va nous intéresser surtout. OK? Voilà. Mais, Ok. déjà, comme information à tirer déjà,
avec le résultat du test cross, ça nous renvoie déjà à la liaison. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a une ségrégation indépendante, normalement, le résultat du test cross doit donner des phénotypes équiprobables. Mais ici, on n'a pas cela. Donc, on a deux parentaux qui semblent être de très loin majoritaires par rapport aux recombinés qui sont minoritaires. Et donc, ceci nous permet de dire qu'on n'a pas la ségrégation indépendante. Et donc, dès qu'on n'a pas une ségrégation indépendante, ça veut dire forcément que les gènes sont liés. Ok. Maintenant, il s'agira de voir est-ce que nous avons affaire à une liaison absolue ou bien est-ce qu'on a affaire à une liaison partielle. Et comme j'ai dit, quand on a une liaison absolue, généralement, on n'a que deux phénotypes. Parce qu'en fait, n'est-ce pas, les gènes, n'est-ce pas, se comportent comme si on avait un seul gène. Donc ici, normalement, la femelle qui est hétérozygote, donc elle a des allèles, n'est-ce pas, qui sont dominants, on va dire, et des allèles récessifs. Donc, avec la liaison absolue, les allèles récessifs vont aller d'un côté et les allèles dominants de l'autre. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir deux phénotypes avec le test cross. Mais vu ici qu'on n'a pas donc les deux phénotypes, on en a 8. Donc, ça veut dire qu'on a un cas de crossing over, tout simplement. Donc, une liaison qui est partielle. Oui, d'abord, c'est bon pour d'abord. Alors, monsieur, comment reconnaître les phénotypes recombinés? Les phénotypes recombinés, c'est tout Oui. simplement les phénotypes nouveaux qu'on n'avait pas. C'est-à-dire que le phénotype B, CN, VG+, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Parce que ici, ce que nous avons, c'est qu'on a dit une femelle qui est hétérozygote pour les trois. Or, on sait que si la femelle est hétérozygote, même si elle est hétérozygote, au niveau du phénotype, n'est-ce pas, on va voir des mouches qui auront quoi? Les allèles sauvages. C'est-à-dire B+, n'est-ce pas? Oui. Voilà. VCN+, VG+. Ça qu'on va voir au niveau du phénotype. Parce que c'est ça, donc, les allèles qui sont dominants. Et donc, les allèles qui sont masqués, c'est B, CN, VG, donc qui sont récifs, qu'on va avoir. Maintenant, tout le reste là, n'est-ce pas? Ce sont des nouveaux qu'on n'avait pas au niveau des mouches. Parce qu'on ne connaissait pas de mouches B, CN, VG+, ça c'est nouveau. On ne connaissait pas de mouches B plus CN plus VG, ça c'est nouveau. On ne connaissait pas de mouches B, CN plus VG+, etc. Donc tout ça, ce sont des recombinés. Et en plus de cela, surtout également les taux qu'on obtient. Donc, si vous regardez, les taux sont de très loin, n'est-ce pas, minoritaires par rapport aux deux parentaux que nous avons. Donc, ce sont les deux seulement qui sont parentaux qui auront les effectifs les plus élevés. Et tout le reste là, donc, ce sont des recombinaisons que nous avons tout simplement. Awa, Wilan, Bonsoir, monsieur. bonsoir. La question 2, j'ai pas bien compris. Pour déterminer la distance entre les gènes responsables, pour le calcul de la distance. Oui, le calcul de la distance, oui. Oui, je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit que pour le calcul de la distance, on va se baser sur les phénotypes recombinés. Parce qu'on considère que quand il y a un crossing over entre les gènes et que le crossing over donne naissance, n'est-ce pas, à un phénotype qu'on n'avait pas, ok? Donc, Oui. cette recombinaison-là, c'est ça qu'on va utiliser pour calculer la distance. Parce que plus, n'est-ce pas, les gènes sont éloignés sur le chromosome, plus, n'est-ce pas, la possibilité de recombinaison est élevée. Donc, la recombinaison va dépendre de la distance entre les gènes. Donc, du coup, cette distance-là, n'est-ce pas, va être liée, si vous voulez, n'est-ce pas, ou bien cette recombinaison-là va être liée à la distance séparant les gènes. Donc, indirectement, si on veut connaître, n'est-ce pas, la distance entre les gènes, on va se baser sur les phénotypes qui ont été recombinés suite justement à un crossing over qui est survenu entre les gènes qui sont positionnés sur le même chromosome. Donc, si on veut calculer cette distance, on ne fait que prendre les phénotypes qui sont recombinés, ok, les effectifs de ces phénotypes recombinés, sur le total des mouches que la descendance a donné, fois 100, pour connaître, n'est-ce pas, la distance. Donc, c'est comme ça qu'on estime la distance. Donc, pour estimer la distance, il faut utiliser les phénotypes recombinés, n'est-ce pas, résultant justement
n'est-ce pas, de ces deux gènes-là positionnés sur le chromosome. Donc, et dans notre exemple ici, c'est les phénotypes BVG+ et B+VG qui ont été obtenus après, n'est-ce pas, le crossing over qui s'est passé entre les gènes B et VG. Et donc, c'est ça qu'on va prendre pour faire le calcul. Donc, on ne fait que faire la somme des effectifs recombinés sur le total fois 100. Donc, si c'est bon, on va donc continuer. Donc, maintenant, j'en étais à la quatrième question. Donc, après les informations qu'on a tirées, maintenant, il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de dire quelles sont les catégories phénotypiques de cette descendance-là qui nous permettent de déterminer le phénotype de la femelle triple hétérozygote. Et pourquoi? Donc, tout à l'heure, j'ai anticipé en donnant même le phénotype, mais comment on peut, ou bien comment on fait pour déterminer justement hein, le phénotype en se basant sur quelle catégorie phénotype? Donc, on va dire catégorie phénotypique de la descendance, catégorie phénotypique, phénotypique, bon, je vais prendre phénotypique de la descendance, catégorie phénotypique de la descendance. Donc ici, astuce, comment il faut faire? Il faut toujours regarder les effectifs majoritaires. OK? Donc les effectifs majoritaires vont nous permettre de déterminer le génotype de la femelle. Parce que comme j'ai dit, la femelle, elle est hybride. Normalement, on devait s'attendre à avoir une liaison absolue. Donc, puisque les gènes sont liés, donc les gènes sont positionnés sur la même paire de chromosomes. Donc ça veut dire quoi? Donc si on fait la gamétogenèse dans ces conditions-là, donc la séparation avec la division réductionnelle devrait amener à ce que donc les allèles d'un même gène soient séparés, totalement séparés. Donc parce que on sait que quand on fait une division réductionnelle, donc les homologues, les chromosomes homologues se séparent. Chaque homologue, n'est-ce pas, allant dans une cellule fille. Donc normalement, donc, le chromosome homologue porteur des allèles dominants ou sauvages devait aller d'un côté et le chromosome homologue portant les allèles récessifs de l'autre côté. Ce qui fait que dans ces conditions-là, on devrait s'attendre à avoir des individus, n'est-ce pas, deux types d'individus, deux types de phénotypes. L'un, n'est-ce pas, porteur, on va dire, du phénotype dominant, l'autre porteur plutôt des allèles qui donnent non, le phénotype dominant et les autres porteurs de l'allèle récessif qui donnent donc le phénotype récessif, normalement. Donc, mais on voit que parfois, il y a des gamètes qui sont fabriqués au-delà des types de gamètes normalement qui devraient être fabriqués. Mais, pas tout simplement, n'est-ce pas, il y a eu des cas de crossing over qui font que on a des gamètes, n'est-ce pas, certes dont la proportion est faible, mais quand même qui ont été également fabriqués lors de la gamétogenèse. Donc, si on veut connaître fondamentalement donc, le phénotype de la femelle hybride, donc il faut se baser sur, n'est-ce pas, les effectifs les plus élevés et regarder, n'est-ce pas, le phénotype correspondant à ces effectifs les plus élevés. Donc, ces effectifs-là, donnant le phénotype dominant, ces phénotypes correspondent aux gamètes, n'est-ce pas, que l'hybride a produit majoritairement. Comprenez? Et maintenant, les allèles qui sont dans ce gamète donnent en fait, n'est-ce pas, le phénotype de la femelle hybride. Donc, si on veut connaître donc, le génotype, on va se baser sur les phénotypes majoritaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, je répète encore. Donc, puisqu'il n'y a pas de réaction, donc ça veut dire que c'est bon. Donc, si on veut connaître le génotype de la femelle hybride, on va se baser sur les phénotypes parentaux. Et les phénotypes parentaux, ce sont les phénotypes qui donnent les effectifs les plus élevés. On sait que chaque phénotype est donné par un type de gamète. Parce que ça, c'est l'avantage du test cross. Parce que le test cross, ici, l'avantage, c'est que déjà, on sait les phénotypes obtenus, on sait les gamètes qui les ont donnés, on peut mieux connaître les taux avec lesquels ces gamètes ont été fabriqués ou produits. Donc, en se basant sur cela, on peut connaître donc
le génotype de la femelle, comment elle était. Donc, en se basant tout simplement sur les effectifs les plus élevés qui correspondent en fait au phénotype parentaux, donc, et qui sont généralement majoritaires. Donc, on va dire ici que donc, les classes dont les effectifs sont majoritaires, dont les effectifs sont majoritaires, permettent de déterminer le génotype de la femelle. Et ici, on est là. Bon, on va dire, voilà. C'est ça en fait. Donc, ce sont ces deux-là, donc, qui sont les majoritaires. Et ce sont donc ces deux-là qui nous permettront de donner, n'est-ce pas, le génotype de la femelle. Sachant que on a donc deux types de gamètes. OK? Donc, ces deux types de gamètes, n'est-ce pas, donner en fait le génotype. Et maintenant, lors, n'est-ce pas, d'une gamétogenèse, on les a fabriqués majoritairement par une séparation, n'est-ce pas, totale, on va dire, une liaison, n'est-ce pas, absolue. Et maintenant, il y a par moment des cas de recombinaison suite à des crossing over qui se sont déroulés, qui ont permis donc de donner de façon un peu marginale, n'est-ce pas, les six phénotypes qu'on a obtenus. Mais la fréquence la plus élevée, n'est-ce pas, de fabrication de gamètes par la femelle, donc ce sont les gamètes de type, on va dire, parentaux. Mais de façon exceptionnelle, on a par moment la fabrication de gamètes, n'est-ce pas, recombinés suite à des cas de crossing over qui se sont déroulés. Donc, la détermination du phénotype va fondamentalement se baser sur justement ces phénotypes qui sont majoritaires. Donc, donc, on va dire, bon, on précise ça, en effet, donc lors de la gamétogenèse, donc ce sont les gamètes correspondant, correspondant aux types parentaux que la femelle hybride produit majoritairement. Et de façon marginale, les autres types suite à des crossing over. Crossing over. Voilà. Donc, ici, ce sont donc les types parentaux que la femelle déjà a hérité, parce que n'oublions pas que cette femelle, elle a hérité de deux allèles, n'est-ce pas, provenant de d'un parent pur avec les allèles dominants et d'un parent récessif avec les allèles qui sont récessifs. Parce que ces parents-là, étant de race pure, ils ont donné les hybrides. Donc, chaque parent ayant donné un seul type de gamète, ok, parce que race pure, donc c'est chaque ces gamètes-là combinés donnent le phénotype de l'hybride. Donc, du coup, si l'hybride fait sa gamétogenèse, n'est-ce pas, avec la séparation, donc on aura justement ces deux allèles-là qui seront présents et qui vont correspondre au phénotype ayant les effectifs les plus élevés. Donc, dans notre exemple ici, c'est le 410 et le 402. Maintenant, on va progresser. On demande maintenant de calculer la distance exprimée en centimorgane entre les trois gènes. Donc, on est, on est là. Maintenant, ici, comment on fait pour calculer? Bon, Sanya a levé la main. Monsieur, Oui, si on demandait dans la question d'établir une relation entre les allèles, comment on va faire? une relation Les allèles. entre les allèles. Oui. Maintenant, la relation entre les allèles, ça peut être quoi? Ça peut être déjà comment les allèles sont positionnés, déjà, les uns par rapport aux autres, comme on a dit tout à l'heure, parce que les trois gènes auront une façon de se placer sur le chromosome.
Ça aussi, on peut justement, bon, d'ailleurs, je pense qu'on va y arriver. À qu'on appelle ça, sixième question, ça c'est un. Maintenant, sinon aussi, on peut entendre par ces relations-là les notions de dominance. Quel allèle domine l'autre? OK? Mais ça, on l'a précisé. On a dit que, justement, on avait, n'est-ce pas, les allèles sauvages, donc qui étaient notés plus, et au détriment des allèles mutés. Et donc ici, nous avons trois allèles qui sont dominants sur les autres. Les allèles dominants, c'est B plus, VG plus, OK, et CN plus, alors que les récifs sont B, V, G et CN. OK? Mais ça, déjà, on le sait parce que si on croise la femelle, n'est-ce pas, qui était hétérozygote avec, n'est-ce pas, un phénotype, on va dire sauvage. Mais le fait de retrouver après, lors du test cross, un phénotype récif, il faut dire tout simplement que les allèles récifs étaient présents chez la femelle hybride, mais masqués. Donc, que ce sont les allèles, n'est-ce pas, responsables du phénotype sauvage qui étaient dominants par rapport aux allèles récifs qui étaient masqués. Donc, qu'on n'a pas pu voir quand on a observé la femelle, on a vu qu'elle était bel et bien, n'est-ce pas, de phénotype sauvage. Que les allèles récifs, c'est-à-dire vestigial CN B, n'étaient pas apparus, pas tout simplement étant masqués. On va dire maintenant pour le calcul donc des distances. Oui, Sénébou, on peut lever la main. Ce sera le pourcentage des recombinés. Pourcentage des. Des recombinés. euh, On aura oui, 48 plus 52 plus 42 plus 38 plus 3 plus 4 fois 100 sur total. oui, maintenant, bon, là aussi, pour calculer les distances, il faut savoir de quel gène, n'est-ce pas, on parle. Quel gène vous considérez. Mm, OK? Voilà. Maintenant, les gènes qu'on va considérer, donc, seront des gènes dont justement le crossing over s'est effectué entre eux. Donc, ce sont ces deux gènes-là qu'il faut considérer. Les Donc, pour deux gènes. calculer donc, le taux, le pourcentage. Donc, par exemple, si on considère, n'est-ce pas, B et CN, par exemple, B et CN, maintenant, dans ce cas-là, on va regarder tout ce qu'il y a eu comme recombinaison entre B et CN. Sachant que, comme on a dit, donc, le phénotype, n'est-ce pas, le génotype plutôt de la femelle hybride est donné par les phénotypes avec les effectifs les plus élevés. Donc, autrement dit, si on devait donner le génotype de la femelle, ce serait donc B plus CN plus VG plus, OK? Et et B CN VG. Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est de calculer, n'est-ce pas, la distance entre, n'est-ce pas, les trois gènes. Maintenant, pour cela, on va prendre les trois gènes 2 à 2. Donc, on va prendre 2 à 2. Maintenant, par exemple, et pour cela, on regarde comment les gènes comment les recombinaisons se sont obtenues. Maintenant, si on regarde, par exemple, BCN, si je prends le premier, BCN VG+. Donc, ça veut dire quoi? Donc, normalement, le VG+, ne devait pas être là. On devait avoir BCN VG. Mais quand le VG+ est là, c'est parce qu'il y a eu un échange. Donc, il y a eu un échange entre VG et VG+. Parce que normalement, si on regarde, si on considère donc les phénotypes dominants, majoritaires, donc parentaux, normalement, on doit avoir CB+, CN+, VG+, d'un côté et BCN, VG de l'autre. Maintenant, si on sait que quand on veut calculer les licences, on s'intéresse aux recombinaisons. Donc, on regarde les phénotypes qui sont recombinés. Maintenant, si on regarde le premier phénotype recombiné, c'est B, CN, VG+. Donc, si on y regarde de près, c'est comme si on avait un échange entre VG et VG+. Donc, c'est comme si VG+ est allé d'un côté et VG est allé de l'autre. Ils sont échangés des places. Parce que normalement, la place de VG+, c'était avec B plus CN+. La place de VG, c'était avec B,
CN. Maintenant, là, si on voit que le VG plus est maintenant allé avec BCN, donc ça veut dire qu'il y a eu un crossing over qui a amené VG plus avec BCN. Parce que non, autrement, VG plus devait rester avec B plus CN plus. Donc, mais le fait de le voir avec BCN veut dire qu'il y a eu un déplacement, il y a eu un échange, il y a eu un crossing over. Est-ce que tout le monde me suit? Oui, d'abord, Oui, c'est bon, merci. c'est bon. Oui, c'est OK, clair. voilà, donc vous avez compris. Donc ici, donc, on voit que il y a donc un crossing over. Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est de calculer les taux de recombinaison entre les gènes. Mais comme on a dit tout à l'heure, ces taux-là vont se calculer à partir des crossing over qui sont effectués entre les gènes. Maintenant, là déjà, si on prend le premier groupe de recombinés, c'est-à-dire B, CNVG plus et B plus CN plus VG, on voit que déjà, il y a eu une recombinaison. La recombinaison résulte de l'échange de position entre VG plus et VG qui ont changé de place. Oui, Aram, Amina, Willan, a levé la main. Monsieur, Oui, si on a changement de gène, on a crossing over ou bien? non, pas changement de gène. Changement de gène, c'est une mutation. Mutation. Donc ici, c'est la position qui change. Parce qu'il y a un échange. Parce que le crossing over, c'est tout simplement un échange de fragments d'ADN ou fragments d'informations génétiques, tout simplement. Donc, ouais. Donc, ce sont les positions. Donc, on fait un échange mutuel. Donc, les chromosomes font un échange mutuel. Parce que donc, le crossing over ne s'effectue que chez des chromosomes qui appartiennent à la même paire. Donc, c'est un brassage intrachromosomique que nous avons ici. Donc, Mhm. lors de ce brassage intrachromosomique, des fragments d'informations sont échangés entre les chromosomes homologues. Ça, le crossing over. Mais quand on parle maintenant de changement de gène, le changement de gène, c'est une mutation en réalité. Parce que quand il y a une mutation, le gène change, donc parce qu'il y a une mutation, donc le gène a muté, donc a changé. Mais ici, ce n'est pas une question de changement de gène, c'est une question de changement d'emplacement ou une question d'échange Échange. mutuel entre deux chromosomes homologues qui appartiennent à une même paire. C'est bon, oui. C'est bon. Voilà, donc je disais, donc si on regarde, n'est-ce pas, les premiers effectifs, on voit qu'effectivement, il y a eu échange entre le B, le VG plus et le VG, parce qu'ils ont changé mutuellement de place. OK? Donc ça veut dire quoi? Il y a eu un crossing over entre CN et VG. Donc on va regarder donc les blocs où il y a eu changement. Parce que si on regarde le bloc CN, BCN, il n'y a pas eu de changement. Parce que on le voit également entre B plus CN plus. Il n'y a pas de changement. Donc ici, il faudra vous référer, n'est-ce pas, aux gamètes ou bien aux phénotypes parentaux qu'on avait. Parce que le phénotype parental B plus et B plus CN plus VG plus. Le deuxième phénotype parental, c'est B, CN, VG. C'est ça qu'on devait avoir normalement, s'il n'y avait pas de crossing over. Maintenant, le crossing over, c'est fait de sorte qu'on a eu des échanges de positionnement, de position de gènes. Donc, des échanges d'informations entre les deux chromosomes de la même paire. Maintenant, pour le premier résultat de crossing over, nous avons les effectifs 48-52 qui sont pratiquement pareils. Maintenant, ces phénotypes recombinés, comment on les a eus? Par tout simplement le, le remplacement, pas remplacement, mais on va dire l'échange, n'est-ce pas, entre VG plus et VG. Ce qui a amené le VG plus à être avec BCN, ce qui a amené le VG à être avec B plus CN plus. Donc, je disais, si on regarde le bloc BCN, n'a pas changé par rapport à ce qu'on avait initialement. Si on regarde le bloc B plus CN plus, ça n'a pas changé par rapport à ce qu'on a initialement, c'est-à-dire les phénotypes parentaux. Donc, le seul changement qu'on a observé, c'est entre le bloc C et VG, ou entre le bloc CN plus, VG plus. C'est là où il y a changement. Donc, on peut dire que il y a eu un crossing over entre CN VG, ou si vous voulez, entre CN plus VG plus. C'est là où il y a donc, la modification. Donc, on peut calculer, n'est-ce pas, la distance entre ces deux gènes-là, si on veut.
Donc, on va commencer par ça. Donc, on va dire distance entre CN et VG. Ou on va dire CNVG. Bon, on va mettre un tiret, distance CNVG. Distance CNVG. Et cette distance, pour la calculer, on va prendre tous les crossing over qui ont existé entre les deux gènes. Donc, et ça va se matérialiser par justement un, on va dire, échange qui va se passer entre le bloc CNVG. Et donc, ça, on le voit avec les effectifs 48, 58, 52, parce qu'on voit qu'il y a modification à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas resté avec les allèles parentaux initialement obtenus. Mais c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une modification. Donc, on va prendre ces effectifs-là. Donc, ici, on prendra, bon, je vais le mettre ici parce que sinon, je risque de ne pas avoir de place. Donc, on va prendre le 48, 52. OK? Parce qu'on voit qu'à ce niveau-là, il y a changement. Maintenant, on regarde, est-ce que le reste des effectifs recombinés, définitifs recombinés, on n'a pas également ce cas de figure où on a eu un échange entre V et CN ou CNVG. CNVG. Donc, les deux qui suivent, si on regarde bien les deux qui suivent, il n'y a pas eu d'échange parce que là, on voit que le bloc qui a changé, c'est le bloc BCN. BCN qui a changé. Parce que, au lieu d'avoir B plus CN plus VG plus, on a B, CN plus VG plus. Donc, le bloc CN plus VG plus n'a pas changé, ou bien le bloc CNVG n'a pas changé. Donc, ces deux effectifs-là, on les prend pas en compte parce que ça ne permet pas de regarder la recombinaison qu'il y a eu entre CNVG. Donc, on saute les deux. Et si on regarde les deux derniers, là, regardez, on a BCN plus VG. Au lieu de, normalement, BCN VG. Mais on a BCN plus VG. Mais on n'a pas BCN VG. Même chose également pour le dernier, parce que c'est la conséquence donc, de ce crossing over. Là également, nous avons B plus CN VG plus. Mais on n'a pas B plus CN plus VG plus qu'on devait avoir. Donc, ça veut dire qu'ici également, il y a eu un crossing over entre CN VG. Donc, on va prendre ces deux effectifs-là. Donc, en réalité, ces deux-là, on les a obtenus par le phénomène d'un double crossing over. Ces deux-là, on les a par un phénomène de double crossing over. Et donc, même si on a un double crossing over, il y a eu dans tous les cas échange entre les deux blocs. Donc, ce qui fait que ces deux effectifs-là, on va les prendre en compte dans le calcul. Donc, ça fait plus, n'est-ce pas, 3 plus 4. OK? Et maintenant, le tout multiplié par 100 divisé par l'effectif total des mouches, c'est-à-dire 1000. Donc, on a au total 1000 mouches. OK? Bon, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Peut-être n'ont pas bien compris. Fatih, je vois la main de Fatih, la main de CNVG+. VG. Ouais. CNVG+. Oui. Non, on ne calcule pas CNVG+, parce que sans le crossing over, comme j'ai dit, on a dit que les gènes étaient liés. La femelle hybride avait sur un chromosome homologue. Bon, je vais le représenter. Bon, ça permettra peut-être aux uns et aux autres de bien comprendre. Je vais un peu anticiper. Si on regarde en fait la femelle hybride, la femelle hybride, elle est, si je fais donc la liaison, n'est-ce pas, des trois gènes, donc elle est, on va dire, elle était B plus, CN plus, VG plus. Et le deuxième chromosome homologue, c'est B, CN, VG. C'était ça le génotype de la femelle hybride.
Maintenant, ces femelles hybrides, quand elles fabriquent ces gamètes, ok? Donc, lors de la division réditionnelle, comme tout le monde le sait, cet homologue-là va aller d'un côté sur une cellule fille. Et le deuxième homologue va aller dans une autre cellule fille. Parce qu'ici, on a une division réditionnelle. Vous comprenez? Donc, normalement, c'est ça qu'on devait avoir. Mais la femelle, en plus de faire ça, et cette séparation-là des deux chromosomes homologues, elle le fait, la fréquence avec laquelle on obtient cela est beaucoup plus élevée. Elle fait ça le plus souvent que de faire des crossing over. Comprenez? Maintenant, le fait que la femelle fasse ça, c'est-à-dire une liaison, une séparation avec la division réditionnelle, et ça qui permet d'avoir donc CB plus CN plus VG plus, donc qui donne un phénotype parental, parce que l'hybride, la femelle hybride, a hérité ça de ses parents. C'est pas si vous me suivez. Bon, peut-être. Oui, c'est bon. Donc, je vais remonter un peu. Parfait. Voilà. En fait, si je fais, bon, on avait des parents, les deux parents, mâle, femelle. Donc, supposons, l'un des parents était mâle ou femelle, parce que c'est pas lié au sexe dans tous les cas. Donc, était B plus, CN plus, VG plus. B plus, CN plus, VG plus. Donc, race pure. Donc, ça qu'on a croisé avec le deuxième parent, n'est-ce pas? Lui qui est récessif, triplement, qui est B, CN, VG, B, CN, VG. Maintenant, puisqu'ils sont des races pures, ils vont produire un seul type de gamète. Donc, le premier parent va produire 100% de gamètes B plus, CN plus, VG plus. Et le deuxième parent va produire également 100% de gamètes B, CN, VG. Et donc, la F1 qu'on obtiendra va hériter de B plus, CN plus, VG plus d'un parent et de B, CN, VG de l'autre parent. Vous me suivez? Et justement, c'est cette femelle-là qu'on a testée, donc avec laquelle on a fait un test cross. Comprenez? Maintenant, cette femelle, donc, elle a les allèles parentaux. Ici, premier allèle, n'est-ce pas, de ce parent-là. Vous me suivez? Et deuxième allèle de ce parent-là. Vous me suivez? Et donc, cette femelle, quand elle va faire à son tour la gamétogenèse, ok, comme j'ai dit, elle va séparer les allèles. Donc, les chromosomes homologues vont séparer parce qu'il y aura ici une division réditionnelle, ok, et cette division réditionnelle permettra de séparer cet allèle-là. Donc, on aura normalement ici B plus, CN plus, VG plus, et le deuxième gamète qu'on obtiendrait qui serait B, CN. Normalement, c'est ça qu'on devait avoir. Donc, une liaison absolue. Donc, la formation de deux types de gamètes à égale proportion, 50%, 50%. Donc, le trihybridisme qui se comporterait comme un monohybridisme, un test cross de monohybridisme. Donc, on sait que quand on fait un test cross de monohybridisme, on obtient 50%, 50%. Donc, normalement, c'est ça qu'on aurait dû avoir. Mais on n'a pas ça. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ces deux types de gamètes que la femelle produit, elle fait parallèlement des cas de crossing over. Mais les cas de crossing over sont marginaux par rapport à cette liaison absolue. C'est la raison pour laquelle, si on regarde le pourcentage, n'est-ce pas, phénotypique de la descendance, on voit que majoritairement, nous avons ça en majorité. Ça, c'est majoritaire avec 410, ok, 410. Ça aussi, c'est majoritaire avec 402. Et maintenant, au-delà de ces deux-là,
que la femelle produit majoritairement, elle fait de temps en temps des cas de crossing over. Et ces crossing over, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, marginales par rapport justement à ces deux types de gamètes que la femelle produit majoritairement. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec ces deux-là majoritaires et les autres minoritaires. Et c'est le même raisonnement qui nous a permis, n'est-ce pas, à la question 4, où on a demandé quelles sont les catégories phénotypiques de la descendance qui te permettent de déterminer le génotype de la femelle. Justement, c'est ce raisonnement-là qu'on a utilisé. Parce qu'on sait que la femelle, elle a hérité les deux allèles parentaux. Donc, un allèle parental, n'est-ce pas, dominant, on va dire, et un allèle parental récessif. Et maintenant, comment on va le savoir? En regardant, lors du test cross, les phénotypes majoritaires. Et ces phénotypes majoritaires nous renvoient justement aux phénotypes parentaux qu'on avait. Ou Fatoumatou? Monsieur, Monsieur, j'ai pas Oui, pas tous en même temps. Donc, on va d'abord prendre Fatoumatou, après Amina. Oui, Fatoumatou. monsieur, pour le nombre total de descendants, Mhm. j'avais 999 et pour la distance 10,7 centimorgane. 999. Oui, pour le nombre total de descendants et la Non, distance si on 10,7 fait, si on fait, centimorgane. si on fait 410 plus 402 plus 48 plus 52 Oui, plus, on trouve combien? 900? 999. Est-ce que tu ne t'es pas trompé quelque part? Il faut revoir. Je pense que ça doit être 1000 ans en principe. Mais bon, 1000. de toute façon, même si c'est 990 et 1000, c'est pratiquement la même chose. Mais je pense que si on fait bien les calculs, on doit normalement trouver 1000. 1000, oui, ok. Oui. Bon, Oui, sinon, merci. oui, quelqu'un d'autre? Awa, Amina, oui, Amina, il a levé la main depuis tout à l'heure. Monsieur, j'ai pas compris ce que tu es en train de faire. Ah bon. Bon, donc qu'est-ce que tu n'as pas compris exactement? Parce que là, j'étais en train d'expliquer, n'est-ce pas, tout simplement les crossing over. Quels sont les phénotypes qu'il faut prendre pour calculer la distance entre les gènes? C'était ça, en fait, que je voulais expliquer. Et j'ai senti que les gens n'avaient pas bien compris. C'est pour ça que je suis revenu en arrière pour le dire qu'en réalité, l'hybride de la F1 provient de parents. Les parents de l'hybride, si on les regarde, ces parents-là, ces parents sont là. Les parents de l'hybride, n'est-ce pas, en réalité, étaient là. Donc, un parent était... Les deux parents sont race pure, dans tous les cas. C'est pour cela, quand on les a croisés, ils ont donné une F1 homogène. Mais cette F1 homogène a hérité quoi? A hérité les allèles B plus CN plus VG plus du parent race pure avec les allèles dominants plus les allèles B, C, N, VG, puis parent récessif. Ça qui donne donc les deux allèles qui ont formé le génotype de F1. Maintenant, F1, on l'a testé. On a fait un test cross avec F1. Le test cross a donné 8 phénotypes. Et sur les 8 phénotypes de la F1, on a les deux parentaux dominants, avec majoritairement, et les autres 6 qui sont recombinés. Maintenant, j'ai dit, en réalité, la femelle, quand elle produit ses gamètes, quand elle fait donc la gamétogénèse, pourquoi nous avons les effectifs, n'est-ce pas, 410, 402, qui correspondent aux allèles B plus CN plus VG plus et B, CN, VG, c'est parce que au moment de la gamétogénèse, la femelle va produire majoritairement ces types de gamètes. Parce qu'elle devait faire normalement 50% de B plus CN plus VG plus et 50% de B, CN, VG. Parce que normalement, elle devait faire une liaison absolue. Mais elle, exceptionnellement, elle ne fait pas de liaison absolue parce qu'elle fait un crossing over en plus. Crossing over en plus. Maintenant, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est-à-dire que, donc, si on regarde, n'est-ce pas, la production gamétique que la femelle fait, majoritairement, c'est 410 et 402. Mais si on regarde 410 et 402, ça correspond en fait, si vous voulez, à la séparation totale des deux chromosomes homologues. Comme si elle faisait une liaison absolue. Mais vu qu'elle ne fait pas que cette liaison, elle fait à côté, crossing over, c'est pour cela le pourcentage de ces gamètes parentaux ne sont pas à 50%, 50%. Donc, on est moins de 50%. Donc, normalement, on devait avoir 50, 500, 500. 500, 500.
En termes de pourcentage, c'est 50-50. Normalement, parce que puisqu'il y a 500 mouches, donc on devait avoir 500-500. 500 mouches qui devaient être B plus C, N plus VG plus. 500 mouches qui devaient être B, C, N, VG. Mais on n'a pas 500-500. On a d'un côté 410 et de l'autre 402. Vous comprenez? Maintenant, les, comment on appelle? Les 90 d'un côté ou les 92 de l'autre qui restent, en fait, c'est par des crossing over qu'on a ça, en fait. Maintenant, la question pour nous, c'est comment les crossing over se sont effectués. Sachant que les crossing over, ce sont des échanges de fragments. Pour des chromosomes qui appartiennent, pour des gènes qui appartiennent à une même paire, on a des échanges de fragments. Maintenant, moi, puisque on ne m'a pas demandé pour le moment de représenter le génotype, donc je n'ai pas voulu représenter le génotype comme je le fais maintenant pour que les gens comprennent un peu. Donc, je devais me baser sur le tableau pour pouvoir savoir quelle recombinaison ou quel échange j'ai eu au niveau des 3 gènes. Maintenant, en y regardant de près, je me rends compte que si on me dit, OK, donc si on me dit que j'ai 48 BCNVG+, 52 B plus CN plus VG, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'obtienne ça? Maintenant, regardez, normalement, j'avais ça. J'avais B plus, oups, j'avais B plus, CN plus, VG plus et B, CN, VG. Mais il s'est passé un crossing over, comme j'ai dit, un crossing over entre B et VG, CN. Comment? Parce que j'ai comme ça. Donc, j'ai un échange B plus CN plus. Ce bloc-là, comme j'ai dit, n'a pas changé. Si on regarde les effectifs 48-52, ce bloc n'a pas changé. Donc là, j'ai le VG plus. Ici également, le BCN n'a pas changé. Et là, j'ai VG. Donc, vous voyez. Donc, finalement, ce bloc-là n'a pas changé. Ce bloc n'a pas changé. C'est ce bloc-là qui est en train de se changer. C'est-à-dire le VG plus et le qui change. Donc, autrement dit, c'est ce bloc-là qui est en train de changer. Donc, du coup, si le crossing over arrive à son terme, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais avoir un échange et l'échange m'amène à la recombinaison. Donc, l'échange va se passer de sorte que, si vous voulez, je fais de façon très simple. Donc, si je coupe finalement après l'échange, je suis comme ça. C'est-à-dire que, imaginez, c'est comme si maintenant, on coupait comme ça le chromosome. Et donc, les allèles qui sont d'un côté, n'est-ce pas, formeront, n'est-ce pas, une recombinaison, et les autres qui sont de l'autre bloc formeront également une recombinaison. Ce qui fait que, donc, j'aurai B plus CN plus VG et j'aurai B plus CN. Donc, c'est B plutôt. J'aurai B CN VG plus. Donc, j'aurai B, parce que le B, il est là. Donc, j'aurai B CN VG plus. Et B CN VG plus correspond à un phénotype recombiné. B plus CN plus VG correspond aussi à un phénotype recombiné. Donc, pour que je puisse avoir ces deux phénotypes recombinés, il a fallu avoir un crossing over qui s'est déroulé entre VG et CN, ou si vous voulez, entre CN plus VG plus. C'est là où j'ai eu un crossing over, et le crossing over, il est là. Il est là, le crossing over. Là. Donc,
avec ce croisement-là des deux chromosomes, les deux chromosomes homologues ont eu, n'est-ce pas, un échange, n'est-ce pas? Et l'échange a amené à créer ces deux phénotypes nouveaux qu'on n'avait pas au départ. Oui, d'abord, levez la main. Oui, d'abord, ou Fatmetou, Fatmatou, si d'abord un problème de micro. Monsieur, Oui, chaque jour, on prend les combinaisons simples, on calcule la distance. Après les doubles double. combinaisons, on calcule la Voilà. distance. Voilà. Donc, on va Mhm. prendre d'abord ce qu'on appelle Oui, les crossing over simple. oui. OK? Et après, on prend les doubles crossing Oui. over. Et les doubles combinaisons, Voilà. ok. Donc, pour le moment, je suis au crossing over simple. Les crossing over simple Mhm. correspondent au phénotype, aux effectifs 48, 48, voilà, 52, 52, 3, 4. 42, voilà, 38. Mhm. Voilà. Et maintenant, les double crossing over correspondent aux effectifs les plus faibles, c'est-à-dire 3 et Oui, 4. oui. 3 et 4, ok. Voilà. Maintenant, là, Oui. j'étais juste en train de vous montrer, n'est-ce Mhm. pas, quel phénotype il fallait prendre pour faire le calcul. Parce qu'il ne fallait Mhm. pas prendre n'importe quel effectif. Ouais, effectivement. Voilà, dépendant de quel gène vous considérez, les deux gènes que vous considérez, donc il y Oui. a des phénotypes à prendre et des phénotypes à ne pas prendre. Mhm. Vous me suivez? Oui, oui. Voilà, c'est ça que je suis en train d'expliquer en réalité. Bon, j'espère maintenant que vous m'avez tous compris. Voilà, Oui, oui. voilà. Ouais. OK, bon, d'abord à lever toujours la main. C'est bon? OK, donc voilà, chers élèves, comment il fallait calculer. Donc, si je remonte un peu, donc maintenant, tout le monde voit là où il y a crossing. Bon, maintenant, peut-être je fais un dernier cas, le double crossing over, pour que les gens comprennent aussi pourquoi il fallait prendre. Parce que pour le double crossing over, encore une fois, on avait ça. L'hybride était B plus, CN plus, VG plus. B, CN, VG. Maintenant, dans le cas d'un double crossing over, c'est-à-dire il y a double contact, tac, tac, donc entre les chromosomes homologues qui appartiennent à une même paire. Encore une fois, le crossing over, c'est un brassage intrachromosomique. Donc voilà les doubles contacts. Le chromosome fait comme ça. Premier contact, deuxième contact. Donc le premier contact, il est là. Le deuxième contact est là. Donc double crossing over. Maintenant, je vais mettre mes allèles. Donc ici, je vais mettre B+. Donc je continue. Donc je vais continuer sur l'homologue avec les allèles dominants ou sauvages. Donc je mets B+, je continue le chromosome. Donc là, je mets CN+. CN+, qui est là. Et enfin, j'ai VG+. OK? Vous voyez. Maintenant, le deuxième allèle, je mets B, je suis le chromosome. Là, je suis à CN. Et là, je suis à VG. Là aussi, si après le double contact, on coupe le chromosome comme ça, pour avoir, n'est-ce pas, les recombinaisons. Donc, je vais regarder ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite, donc formeront un bloc. Donc, j'aurai donc B plus CN, VG plus d'un côté et B CN plus VG. Donc, ça veut dire quoi? Lors de ce double crossing over, il y a eu recombinaison ou crossing over entre CVG. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai que au-delà du CVG, on a un crossing over entre BCN. Donc, BCN, il est là. Mais moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est le CNVG. Il est là. Ça qui m'intéresse, moi. Mais quand j'ai eu ce double contact, ce contact-là, et parallèlement à ce contact, j'ai eu également un contact entre BCN. Donc, je ne vais pas le négliger parce que dans tous les cas, les deux se sont effectués simultanément. Mais moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est que j'ai eu ce contact-là, ce crossing over. Et donc, c'est ce double crossing over qui a généré, qui a produit la naissance
n'est-ce pas, de ces deux types de gamètes que je n'avais pas au départ. Donc moi, quand je vais calculer, n'est-ce pas, la distance, je vais prendre en considération le double crossing over dans le calcul. Et ce double crossing over va correspondre, n'est-ce pas, aux effectifs 3 et 4. Donc moi, quand je vais calculer, je vais compter 3 et 4. Maintenant, quelqu'un a dit pourquoi on a exclu 410 et 402. Parce que justement, 410 et 402, ce ne sont pas des recombinaisons. Je l'ai dit, 400 et 410 correspondent aux finitifs parentaux qui devaient être normalement majoritaires à 50%, 50%. Mais à cause du crossing over, ils ne sont pas arrivés à 50%. Ils sont restés à 402, 410. Donc, autrement dit, moins de 50%. Mais tout le reste là, n'est-ce pas, qui sont obtenus par recombinaison, c'est ça qu'on va utiliser quand on va faire le calcul des distances. Donc, le calcul de distance ne prend pas en compte les phénotypes qui ne sont pas recombinés, ne prend pas en compte les phénotypes parentaux. Mais le calcul de pourcentage ou de distance prend en considération uniquement les cas de recombinaison. Je ne sais pas si, donc, Mam Giran m'a bien suivi. Voilà. Donc, il a posé la question. Donc, Aram a levé la main. Monsieur, Mhm, la double crossing over mhm. a permis d'obtenir les gamètes B+, CN et VG+. B plus, CN et VG plus, et Oui, aussi, B, et aussi et aussi B, B, CN+, CN, et VG. voilà, et aussi B, CN plus VG. Oui, mais tout à l'heure, comme c'était une heure, parce que vous avez dit que la double crossing over a permis d'obtenir ce que la dernière B, Mhm. attendez, c'est B, attendez. C'est B, CN+, et VG+, et aussi Comment? B+, CN, VG. Non, vous avez dit Mhm. que la double crossing over a permis Voilà. d'obtenir B, Mhm. CN, les deux dernières cases. Oui, les deux derniers cas, oui, c'est ça le double crossing over. C'est ça le double crossing over. Ah, Oui, d'accord. les 3 et 4. Mais les 3 et 4, si vous regardez ce que j'ai fait sur le schéma de représentation, ça, bah, déjà, ce que j'ai encadré là, hein, donc B, CN plus VG. B, CN plus VG, on l'a ici. Donc, ouais, on a là. Oui, Ok. Maintenant, B plus CN VG plus, on l'a ici. oui. C'est ça. Donc, ces Ah, d'accord. deux-là, on les a obtenus par le double crossing over que j'ai schématisé. C'est bon. Donc, Oui, c'est bon. si on veut calculer encore une fois, n'est-ce pas, la recombinaison, on prend en compte les cas de crossing over simple, mais également les cas de double crossing over. Parce que, aussi, quand les chromosomes ont fait double crossing over, il y a eu contact entre les deux blocs de gènes qui nous intéressent. Et les deux blocs de gènes, pour le moment, nous, parce qu'on calcule la distance CNVG. Donc, partout où il y a eu contact entre CVG, on prend en compte. On le comptabilise. Voilà. Maintenant, si je remonte pour revenir à ce que je suis en train de dire, voilà. Pour la distance, donc, comme j'ai dit, nous, on cherche la distance entre CN et VG. Maintenant, je regarde là où effectivement il y a eu crossing over entre CN et VG. Et là, je regarde juste, n'est-ce pas, le déplacement de ces deux-là au niveau du chromosome. Et comme j'ai dit, si on regarde, n'est-ce pas, le 48, l'effectif 48, donc on voit qu'il y a changement. Parce que normalement, je devais avoir BCNVG, mais j'ai BCNVG+. Donc, ça dit il y a échange à ce niveau-là. Donc, je prends en compte. Et c'est le même échange qui a conduit à avoir le deuxième type de phénotype, à savoir B plus CN plus VG plus. Donc, les deux, je les prends dans le calcul. Donc, 48 plus 50, 52. OK? Maintenant, les deux autres ne m'intéressent pas parce que le contact ne s'est pas effectué entre CN et VG. C'est-à-dire 48 et 38 ne m'intéressent pas. Je ne les prends pas. Mais je vais prendre le double crossing over, c'est-à-dire donc le 3 et le 4. Autrement dit, BCN plus VG, B plus CN VG plus. Donc, voilà. Et maintenant, c'est ça que je vais sommer, multiplié par 100 sur le total de mouches, c'est-à-dire 1000. Et ça, normalement, si vous faites le calcul, vous trouvez,
n'est-ce pas, une valeur de 10,7%. OK? Et donc, on sait que 10,7%, ça correspond à 10,7 centimorgane. Bon, faites le calcul, vous allez voir. Centimorgane. Donc, voilà la première distance entre les deux gènes CN et VG. Maintenant, je vais faire pareil pour, n'est-ce pas, B et CN. Donc, je vais dire distance entre B et CN. Là aussi, toujours par le même raisonnement, je vais regarder là où j'ai eu des crossing over entre B et CN. Donc, si je prends le premier, ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire les 48, 58, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est le 42 et 38. Pourquoi? Parce que regardez, donc, cette fois-ci, le bloc CN plus VG plus ne change pas. C'est-à-dire, le bloc CN, VG ne change pas. Donc, c'est le bloc, n'est-ce pas, BCN qui a changé. Ici, au lieu d'avoir B plus CN plus VG plus, j'ai BCN plus VG plus. Donc, il y a eu un déplacement du B, n'est-ce pas, par rapport au B plus. Donc, les deux effectifs résultants de cela, c'est donc le 42, effectif 42, plus 38. Plus également le double crossing over, parce qu'on l'a montré tout à l'heure. Le double crossing over, tout à l'heure, je me suis focalisé sur le bloc CNVG, mais au moment où il y avait le contact entre CNVG, il y avait également le contact entre BCN. Donc, d'où justement ce double crossing over. Donc, ce double crossing over aussi a généré deux effectifs nouveaux, 3 et 4, que je vais prendre également en compte dans le calcul. Donc, j'ai fait 3 plus 4, 3 plus 4. Et donc, le tout, toujours multiplié par 100 et divisé par l'effectif des mouches, c'est-à-dire 1000. Et là, si je le fais, le calcul, si vous faites bien le calcul, vous trouvez quelque chose comme 8,7%. Et 8,7%, ça correspond à 8,7 centimorgane. Donc, voilà, chers élèves, donc comment il fallait donc calculer les deux distances. Donc, la distance entre les gènes CN, mais également entre CN, VG. Est-ce que tout le monde a compris la manière de faire? Voilà, chers élèves, comment on calcule. Donc, déjà ici, généralement, les cas les plus simples, c'est donc les calculs, n'est-ce pas, de distance quand on est en dihybridisme. Là, on est en trihybridisme, c'est vrai, mais le trihybridisme a été séparé en deux dihybridismes. OK? Et maintenant, dans ce cas-là, on prend les gènes 2 à 2 pour calculer. Et maintenant, donc, avec le tableau, seulement, sans faire le schéma que j'ai fait tout à l'heure, on pouvait trouver, n'est-ce pas, les crossing over qui sont effectués entre les blocs de gènes. Tout simplement, il faut juste regarder, n'est-ce pas, les recombinaisons et les comparer par rapport aux types parentaux et de voir qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé, qu'est-ce qui a été échangé et ce qui n'a pas été échangé. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir, n'est-ce pas, ou comprendre qu'il y a eu un crossover entre tel gène et tel gène. Donc, en regardant tout simplement, n'est-ce pas, les remplacements qu'on a eus en comparaison avec, n'est-ce pas, les types parentaux qu'on avait au départ, c'est-à-dire les 410 et les 402. Donc, voilà ici comment on calcule. Maintenant, donc, la sixième question, c'est quelles sont les positions, n'est-ce pas? Bon, je vous laisse ce schéma en espérant peut-être ça pour vous aider à mieux comprendre. Donc, je laisse ça sur la plateforme. Maintenant, euh, la sixième question, c'est comment sont positionnés les gènes? Donc, positionnement des trois gènes. Positionnement des trois gènes. Maintenant, pour ce positionnement, c'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'ordre B plus CN plus VG plus, ou bien c'est différent? OK? Maintenant, ici, donc, pour avoir l'ordre, on peut aussi les comparer avec les parents
donc les gènes types, plutôt les types parentaux. OK? Et comparer cela avec les recombinés. Donc, on va comparer les parentaux qui sont majoritaires avec, n'est-ce pas, les recombinés qui sont minoritaires. OK? Et donc, si on voit que, et quand on le fait, on voit que donc les associations qui ne changent pas, qui n'ont pas changé, donc, c'est-à-dire BVG, par exemple, BVG, OK? BVG n'a pas changé. Ou si vous voulez, B plus VG plus, OK? Donc, pour les types parentaux. Mais avec les recombinaisons, on voit que donc, on a donc un peu des changements qu'on peut noter, n'est-ce pas, entre les deux, n'est-ce pas, gènes qui semblent être donc aux extrémités, OK? Et maintenant, c'est normalement le CN qui doit être au milieu. Et ceci va être confirmé, ou bien est confirmé par le fait que si on considère les calculs que nous avons effectués, donc si vous regardez bien, donc nous avons, qu'on appelle, euh, C, CNVG, on a trouvé 10 centimorganes, 10,5, 17 centimorganes. Et si on regarde BCN, on a dit 8,7. Mais si on remonte en avant, on avait calculé la distance BVG. On avait trouvé 14, non, 19,4. On avait trouvé 19,4. C'est le premier calcul qu'on avait effectué. Et maintenant, si on fait en réalité 10,7 plus 8,7, on va trouver 19,4. Donc là, ça montre que les deux gènes BVG sont les plus éloignés parce que la distance qu'on a trouvée est plus élevée. Donc, parce qu'on a une distance de 19,4. Et maintenant, si on voit les gènes BCN, CNVG, on trouve respectivement 8,7, 10,7. En faisant la somme, on trouve les 19,4. Donc, ça veut dire tout simplement que l'allèle CN ou le gène CN est à mi-distance entre le B et le VG qui sont en fait les plus éloignés au niveau du chromosome. Donc, le positionnement, c'est quoi? Donc, nous avons aux extrémités B et VG et à mi-distance, on a CN qui est au milieu. Et ça, c'est montré par si on fait la somme des distances qu'on a trouvées et comparé avec la distance, n'est-ce pas, BVG, on trouve que la distance BVG est égale à la somme des distances, donc CN et CNVG. C'est bon? Donc, on va dire, en comparant la distance entre B, bien BVG, bon, BVG avec BCN et CNVG, on constate que la distance entre BVG est égale à la somme des deux autres distances. OK? Donc, les gènes B et VG sont à une distance plus éloignée, plus éloignée, bon, distance plus éloignée que
B, CN et CNVG. Par conséquent, le gène CN est à mi-distance entre B et VG. Voilà. Donc voilà, n'est-ce pas, comment on va positionner donc les trois gènes sur, n'est-ce pas, le chromosome. Et on nous demande de donner le génotype de la femelle. Donc, génotype de la femelle. Et comme on a dit, la femelle ayant hérité, n'est-ce pas, de la femelle hybride, hein, je précise, c'est la femelle hybride. Femelle hybride. Donc, cette femelle a hérité les allèles des deux parents. Donc, cette F1-là a donc B plus. Et maintenant, là aussi, rigoureusement, on va respecter donc les distances. De toute façon, la carte factorielle nous permettra de revenir là-dessus, puisque donc, avec le positionnement, on sait maintenant quel gène, n'est-ce pas, est plus proche de l'autre. Mais nous avons CN+, VG+, et toujours BCN, donc même locus, et VG. Donc voilà le génotype de la femelle hybride. OK? Et maintenant, pour finir, on demande de faire la carte factorielle. Donc, on va dire 4 factorielle. Donc, carte factorielle. Maintenant, pour cette carte factorielle, comme tout le monde le sait, donc c'est juste une représentation, n'est-ce pas, sur le chromosome, n'est-ce pas, schématique du positionnement donc des trois gènes. Donc, pour cela, il faut donc choisir donc une échelle, comme tout le monde le sait, et avec l'échelle, maintenant, placer les gènes. Bon, on sait que entre la distance entre B et CN, on a 7,8, 8,7 centimorgane et entre CNVG, 10,7. Donc, autrement dit, le gène CN qui est au milieu est plus proche, n'est-ce pas, de B que de VG. Et donc, cette carte-là donnerait quelque chose comme ça. Une fois, comme j'ai dit, hein, il faut choisir une échelle. Donc là, on a B. Là, on a CN. Et entre les deux, on a une distance estimée de 8,7 centimorgane. Et après, nous avons VG et la distance estimée entre CN et VG est de 10,7 centimorgane. Et comme j'ai dit, en faisant la somme, n'est-ce pas, de CN, BCN, CNVG, on trouve une distance de 19, donc, 4 centimorgane. Donc voilà, chers élèves, comment on fait donc une carte factorielle. Mais comme je dis, il faut d'abord choisir une échelle. Donc, par exemple, 1 cm correspond à 2 centimorganes. Et maintenant, vu qu'on a 8,7 centimorganes avec donc la proportionnalité, on peut savoir exactement à quelle distance, n'est-ce pas, il faut tracer et placer donc le gène. OK. Donc voilà comment, chers élèves, donc, on établit une carte factorielle, n'est-ce pas, suivant. Bon, maintenant, quelqu'un me demande pourquoi j'ai choisi BVG. Bon, j'aurais pu prendre l'autre allèle. Dans tous les cas, les gènes sont liés.
Donc, quelqu'un qui prend l'allèle B, C, N, VG, quelqu'un qui prend à la place B plus C, N plus VG plus, c'est la même chose. Parce que les gènes occupent, n'est-ce pas, le même locus sur le chromosome. Donc, faire une carte factorielle avec les allèles récessifs ou faire la carte factorielle avec les allèles dominants, c'est du pareil au même parce que l'allèle soit récessif ou dominant, ils vont occuper sur le même chromosome ou sur les chromosomes homologues le même locus, le même emplacement. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un travaille avec B, C, N, VG+, ou quelqu'un d'autre qui travaille avec B plus, C, N plus, VG+. Donc on aura la même distance parce que ces gènes-là occupent le même locus. Voilà. Donc voilà, chers élèves, donc ce que j'ai voulu vous amener aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec donc l'établissement de cartes factorielles, mais surtout le calcul des proportions. OK? Bon, parfois, c'est pas évident parce que parfois, bon, voilà, vous n'arrivez pas à bien faire les choix des effectifs qu'on doit utiliser pour faire le calcul. Bon, il y a Baba qui avait levé la main. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Donc, certainement, on se retrouvera, Inch'Allah, après donc, les fêtes pour ma part. Peut-être le jeudi, vous aurez Mouche Diouf avec vous, peut-être, je ne sais pas. Mais pour ma part, on se retrouvera, Inch'Allah, donc, après la fête. Donc, bon courage et bonne fête à tous par anticipation.